Il paraît que la performance est comme la cerise sur le gâteau. Tout le monde la veut, mais on ne sait pas toujours pourquoi. On a tous déjà passé des heures à optimiser une fonction que personne n'utilisera jamais. Mais alors, comment savoir si c'est un vrai levier ou juste un piège à ego ? Faut-il mesurer tout le temps, toutes les exécutions à la microseconde près ou juste s'assurer que ça rame au final pas trop ? Et surtout, est-ce que optimiser la CI peut nous sauver des nuits blanches ou juste en créer des nouvelles ? Pour répondre à ces questions de rapidité et un peu d'insomnie aussi, je ne reçois pas Usain Bolt, mais il s'y connaît en sprint bien géré. Adrien, bonjour. Salut Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Adrien, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Ouais, donc moi c'est Adrien, je suis dans la tech depuis maintenant à peu près 7-8 ans. J'ai commencé en tant que software engineer dans une boîte qui fait du consulting développement web qui s'appelle Théodo. J'ai passé quelques années là-bas, j'ai fait pas mal de projets. Et du coup, depuis maintenant 2 ans et demi, j'ai cofondé avec mon cofondateur Arthur, j'ai cofondé CodeSpeed, qui est du coup une boîte qui s'intéresse pas mal à la performance. Alors, ça a été quoi la genèse de CodeSpeed ? C'est que vous aviez une lubie, toi et ton associé, pour faire des codes les plus rapides possibles, ou c'était quoi le... C'est un petit peu, mais non, la genèse, comme je pense, qui est un truc assez important aujourd'hui si tu veux créer une boîte, monter un produit, c'est en fait on est parti d'un problème. On a vu un problème dans notre espace, dans la tech, et on s'est dit, bah tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ? Et du coup, ce problème, c'était mon associé, Arthur, il bossait dans une boîte qui faisait de la reconnaissance d'images pour le retail. Donc en gros, il prenait en photo des rayons de magasins et il regardait sur ces photos si jamais il manquait des produits ou des produits étaient mal placés. Parce qu'aujourd'hui, en fait, peut-être maintenant c'est déjà bon parce qu'on parle de c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est un process qui était humain. C'était des gens qui passaient dans les magasins, dans les rayons pour se dire ah bah il manque le shampoing, machin, tout ça. Okay. Et du coup, l'idée c'était d'automatiser ça en prenant des photos. Et du coup, mon cofondateur, il bossait sur un robot. Et du coup, un robot qui se baladait dans les rayons et qui prenait en photo les rayons. Et il faisait le logiciel qui retournait sur le robot. Et son problème, c'était que, en fait, il faisait une mise à jour du logiciel, il faisait du nouveau code. Et en fait, il se disait, tiens, avant de déployer mon code sur le robot, j'aimerais bien m'assurer que si jamais je déploie ce nouveau code, ça ne va pas faire en sorte que la performance du code va être trop lente et que du coup le robot, dès qu'il va prendre en photo, il va voir qu'il y a un humain devant lui, il va mettre trop de temps à analyser ça et en fait il va commencer à rentrer dans le rayon, rentrer dans les personnes qui sont dans le magasin. Et du coup il s'est dit, j'ai pas envie de tester la performance de mon code que lorsque je vais uploader le code dans le robot qui se balade dans les rayons, parce que là ce serait catastrophe. Et du coup il a commencé à chercher sur internet comment est-ce que je peux tester la performance de mon code plus tôt, donc avant de déployer mon code, donc dans ma CI. C'est parce qu'il était habitué à faire des tests de non-régression, des tests unitaires, tout ça. Et il s'est dit, est-ce que ça existe pour la performance ? Et en fait, en commençant à regarder, donc c'était il y a 5 ans, c'était plutôt il y a 3 ans, en fait, il n'y avait pas de méthode qui marchait bien, quoi. Il y avait des petits projets open source qui essayaient de faire ça, mais en fait, tu regardes, ça te donnait des graphes de performance, mais en fait, tu voyais la performance, ça faisait vraiment des allers-retours, c'était pas utilisable, quoi. Et du coup, il s'est dit, tiens, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et du coup, un jour, il a vu, pour la petite histoire, il a vu un tweet de Samuel Colvin, qui est le fondateur de PyDantic, PyDantic, c'est une librairie qui fait de la data validation en Python, qui est assez populaire, très populaire. Et aujourd'hui, ils ont 500 millions de downloads par mois sur cette librairie en Python. Et du coup, lui, il fait une librairie open source, et il avait exactement ce besoin de... Enfin, un jour, il a fait un tweet, où il s'est dit, je suis en train de faire des modifications dans ma librairie qui est utilisée par des millions de personnes.
j'aimerais bien, avant de déployer une nouvelle version de ma librairie, m'assurer que en fait, je vais pas casser la performance. Et j'aimerais bien savoir ça dans ma CI. Du coup, Arthur, il a vu ça. Il s'est dit, j'ai Il y eu a ce plusieurs problème-là. personnes qui ont le problème. Je suis pas tout seul à avoir ce problème. Et du coup, je suis pas tout seul à avoir ce problème. C'est un sujet intéressant. On se lance. Ok. Du coup, il a commencé à faire le produit. Donc Samuel Colvin a commencé à l'utiliser sur Pydantic, le projet open source. Ça a pas mal pris. On a commencé à avoir pas mal d'utilisation dans l'open source. Et depuis, je l'ai rejoint. Et du coup, voilà, ça fait maintenant 2 ans et demi. Ok. Voilà. J'ai eu l'occasion, il y a fort longtemps, de faire un podcast autour des Chromebooks. C'était une OP avec Google Chromebook. Et j'avais appris à l'occasion que chez Chromebook, ils ont les premières versions des ordinateurs Chromebook et qu'ils ont une de leurs règles, c'est que quand ils font une nouvelle version de Chromebook, il faut que l'OS mette au minimum autant de temps que les premières versions pour booter sur les anciennes machines. C'est-à-dire que Au minimum, ça peut pas aller au plus. maximum, pardon. Ah oui, pardon. Au maximum, autant de temps. Oui, non, effectivement. Au maximum, autant de temps que les premières versions sur les premières versions des machines. Parce qu'ils se disent, on peut pas faire quelque chose de moins bien. Exactement. Mais tu vois, chez eux, ça nécessite qu'ils ont un banc de test avec des machines historiques où ils vont runner en fait dans ce contexte-là. Est-ce que votre solution nécessite aussi d'avoir entre guillemets une version de prod équivalente sur laquelle tu testes à chaque fois ta prod? C'est un stress test du coup au final d'une certaine manière? Alors aujourd'hui, la manière dont CodeSpeed ça marche, donc CodeSpeed, le but c'est de faire un dev tool qui soit facile à utiliser pour les devs, pour te permettre de mesurer et d'optimiser ta performance avant la production. Et donc aujourd'hui, le levier qu'on a, le premier levier qu'on a et qu'on utilise, ça va être de faire runner des tests de performance dans ta CI. Donc comme je disais tout à l'heure, comme tu fais tourner aujourd'hui, à chaque fois que tu fais une pull request, tu fais tourner des tests de non-régression, donc des tests unitaires. L'idée, c'est d'avoir des tests de performance qu'on appelle des benchmarks, qui sont, toi, dans le code, quand tu les écris, c'est exactement, tu as l'impression d'écrire des tests unitaires, sauf que juste ta fonction, elle va prendre un certain temps à être exécutée, et c'est ça la métrique, en fait, qu'on va utiliser. Et donc, l'idée, c'est de la même manière que tu peux écrire des tests unitaires, tu écris des tests donc des benchmarks, des tests de performance, et ceux-là, ils tournent dans ta CI. Et l'idée, c'est que, en termes d'environnement de production, donc tu disais stress test, tout ça, l'idée, c'est, aujourd'hui, comment ça marche, c'est que, à partir du moment où tu es capable d'écrire ces fameux tests, de ces benchmarks, nous, on peut récupérer la métrique. Donc, c'est en quelque sorte, pour répondre à ta question, c'est à toi de créer cet environnement, de runner tes tests dans cet environnement, et ensuite, du coup, de nous envoyer la métrique. Ok. Donc c'est une mesure que c'est pas tant une mesure de la performance en prod, mais c'est surtout voir une tendance d'évolution de ta performance versus d'anciennes versions. Ouais, exactement. Et l'idée, c'est en fait de mettre de côté la prod pour l'instant et vraiment de se faire en sorte que la feedback loop du coup de la performance, elle soit la plus courte possible. Parce que dans le problème dont je te parlais tout à l'heure avec Arthur et les robots, en fait, c'est vrai pour tous les use cases, si c'est que une fois que ton code il est en prod, que tu te rends compte qu'il y a un problème, en fait, tes utilisateurs ils sont pas contents parce que le robot il est rentré dedans, ou alors ton site e-commerce, la page elle met 3 secondes à se charger, du coup tu perds 90% de ton funnel d'acquisition. Donc les utilisateurs en pâtissent. Toi, vu que c'est déjà en prod, pour faire la remédiation, déjà ça va être plus long parce que du coup si c'est déjà en prod, ça veut dire que le problème il est déjà plus loin. La personne qui a fait le code, qui a régressé la performance, est plus loin. Donc en gros, l'idée c'est qu'en attendant la prod, la feedback loop elle est trop longue. Et donc en la mettant dans la CI, au moment où tu crées le code, avant qu'il soit déployé, l'idée c'est d'aller plus vite. Mais le trade-off, c'est que du coup, il faut essayer de répliquer cet environnement de production pour essayer de faire des tests qui soient les plus pertinents possibles. Parce que comme tu l'as dit en intro, c'est un grand sujet. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est il faut savoir où mettre le curseur. Donc il faut savoir quoi tester, comment le tester. Mais du coup, si tu sais quoi tester, comment le tester avec CodeSpeed, du coup l'idée c'est que tu peux avoir ces métriques là dans ta CI, et du coup à chaque fois que tu vas rajouter du code dans ta code base, tu vas savoir quel va être l'impact sur ces différents points, ces différents tests que tu as mis en place. D'autant qu'effectivement, si tu te rends compte d'une perte de performance une fois que tu es en prod, tu as entre guillemets aussi moins de temps pour le corriger, parce qu'en fait tu as tes clients qui tapent à la porte, donc tu as tout perdu quoi. Mais ouais. Donc c'est au plus tu te rapproches au plus tu te rapproches du dev,
Donc au plus tu te rapproches du dev sur sa machine, au plus tu t'assures que les feedback loops sont les plus petites et il y a le moins d'impact sur la production. Comment alors, je sais pas si peut-être une intuition sur la réponse, mais la notion de la performance, parfois, elle n'est pas uniquement induite par le code. C'est-à-dire que parfois, tu peux rajouter du code qui va pas forcément impacter la performance, mais en fait, si tu passes de 10 users à 1000 users simultanés, en fonction des goulots d'étranglement que tu peux avoir à certains endroits, comment est-ce que tu peux mesurer aussi ce genre d'éléments ? Ouais, donc ça aujourd'hui c'est un gros challenge parce que typiquement l'exemple le plus parlant de ce que tu dis c'est typiquement sur les databases. En tant que web dev, c'est le goulot le plus classique. Voilà, tout web dev qui a déjà fait des applications prod avec un petit peu d'utilisateurs sur des bases de données un peu grosses, il s'est rendu compte de ce problème-là. Dans ton espace de dev où là quand il y a t'as quelques lignes dans ta DB, tout se passe bien, mais dès que tu passes sur ta DB de prod, là quand tu as des millions d'éléments dans ta DB, si tu oublies des index, il y a plein de problèmes qui peuvent se lier être à cause de ça. Aujourd'hui, c'est toujours un challenge parce que, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, il faut répliquer ton environnement de test. Du coup, aujourd'hui, c'est toujours un challenge. Donc, si tu es capable de reproduire cet environnement de test avec des environnements qui sont iso-prod ou peut-être un pré-prod, ce genre de choses, tu peux avoir des tests à cette charge-là, mais c'est assez dur à mettre en place. Nous, la solution qu'on a commencé à expérimenter, ça va être en fait typiquement pour le use case des bases de données, ça va être de proposer une solution clé en main pour que si dans tes tests, tu utilises une base de données, on ait nous-mêmes un proxy qui automatiquement écoute toutes les requêtes que tu fais à ta DB et fait une requête en plus pour avoir le fameux explain plan. Donc je crois que c'est le explain, ça dépend si tu es en PostgreSQL, en MongoDB, suivant les différents engines de DB. En gros, l'idée c'est que si tu as une query DB, à ton engine de DB, tu peux lui demander d'expliquer cette query et en fait il va te dire comment est-ce qu'il va l'exécuter, s'il va utiliser un index ou quoi, et du coup à partir de ces informations-là, tu peux extrapoler en te disant si cette query n'est pas optimisée, alors du coup la performance sur une table avec des millions d'éléments, tout ça, elle va être pas bonne. Et donc on a commencé à expérimenter avec ça. Et l'idée c'est même si sur ta DB dans ton test, tu n'as pas énormément si c'est juste mesurer le temps, on va pas se rendre compte du problème. En ayant ces données-là, nous-mêmes on les retraite et on te dit en fait attention, là typiquement sur cette pull request, tu as rajouté cette query. Tu auras, comment dire, plutôt ce test, par exemple, si tu as mis un test sur ton endpoint, tu as un endpoint sur ton API web, cet endpoint-là, il fait une nouvelle query sur un nouveau champ, sauf qu'il n'utilise pas un index. Du coup, on te dit, attention, tu as une nouvelle query qui n'utilise pas un index, donc en prod, ça va faire un scan sur une table, et du coup, si ta table elle a 1 million d'éléments, ça va te prendre autant de temps. Donc, on essaie de trouver des moyens lorsqu'on n'a pas un environnement d'exécution isoprod, c'est difficile, on essaie de trouver des moyens pour quand même avoir une donnée pertinente dès la CI. Est-ce que ça veut dire que j'essaie de voir comment est-ce que vous pouvez exploiter effectivement ce fameux explain pour déterminer qu'il y a des éléments qui peuvent être manquants? Est-ce que du coup vous passez par une regex pour essayer d'identifier les éléments qui peuvent être liés, ou est-ce que tu passes par un LLM pour analyser ça? Alors les formats des explains sont assez déterministes. Ouais. Donc typiquement le fait que ta query va utiliser un index ou pas, tu as l'information. Genre typiquement si tel champ va faire que ta query utilise un index ou pas, tu peux avoir l'information. Donc il y a typiquement le use case le plus simple, ça va être les index. Et après tu as aussi le nombre de queries. On n'y pense pas trop, mais si demain tu modifies ton code et avant tu faisais une seule query et tout d'un coup tu as la fameuse n+1 qui arrive parce que t'as changé, tu utilises un ORM et que la manière dont ton ORM est fait, c'est fait que tu vas faire une query par item d'un array, ce genre de choses. L'idée c'est qu'on te le laisse, on te le dise aussi, attention, avant tu faisais 5 queries avec cet endpoint là, aujourd'hui t'en fais 300, il y a ce genre de problème. Ouais. Ah, donc vous mesurez aussi le nombre de queries qui est fait. Ouais. En fait l'idée c'est que une fois que tu as ce proxy qui est en place, tu peux avoir plein d'informations et donc tu vas avoir notamment les n+1, les index, ce genre de choses. Ok. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement il y a peut-être une question que j'aurais peut-être dû poser au début. Quand on parle de performance, on parle de quoi? On parle uniquement de temps d'exécution, on parle de consommation mémoire. Enfin tu vois, c'est ça aussi qui est
je trouve un peu piégeux, comme on dit, dans le sujet de la performance, c'est qu'en tant que dev, on a tous un peu nos lubies, les trucs sur lesquels on va s'attacher. C'est quoi la performance avec Codev? Bah, et même, c'est quoi la performance? CodeSpeed. Bien sûr, et c'est quoi la performance qui est importante aussi? Mm. Parce que, et du coup, je reviens à, peut-être, c'est en fait, la performance qui va être importante pour toi, ça va dépendre de ton use case. Et donc, l'idée, c'est il faut aussi la ramener avec, pour ton entreprise, pour ta boîte, pour ton produit, c'est quoi qui est important. Et donc, si tu fais un site e-commerce, comme je disais tout à l'heure, ce qui va t'apporter, c'est que tes endpoints ils répondent vite parce que tu veux pas perdre tes utilisateurs. Donc là, typiquement, la métrique qui va t'intéresser, a priori, ça va être en premier lieu la vitesse d'exécution de ton code. Si tu fais de l'embarqué, donc tu fais des programmes qui vont tourner dans l'embarqué, là, la consommation de la mémoire, la taille de ton code, c'est des métriques qui vont être hyper importantes que tu vas commencer à regarder aussi. Parce que tu as des contraintes fortes au niveau de ton hardware. Ouais. Donc, la performance, ça peut être toutes les choses que tu as dit, mais celle qui va être importante pour toi, ça va vraiment dépendre de ton use case. Mais on va dire que la plupart du temps, quand même, la rapidité d'exécution de ton code, ça va être ce que tu vas chercher parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, la rapidité de ton code peut être va être un élément différenciant par rapport à tes concurrents dans ton space. Est-ce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, avec votre librairie, est-ce que je peux mesurer tous les indicateurs que je peux imaginer? Je sais pas si on peut imaginer un truc un peu ubuesque. Je sais pas, par exemple, ça peut être le fait que, je sais pas, on veut pas des fichiers qui dépassent un certain nombre de lignes de code, ou à l'inverse, on veut essayer d'avoir le minimum de fichiers utilisés dans une exécution. Est-ce qu'on peut imaginer tous les types de maîtrises possibles, ou est-ce que vous avez quand même déjà listé un certain nombre de... Alors, historiquement, on s'est vraiment focalisé sur la mesure de performance, donc le temps d'exécution, même si on pourra peut-être y revenir, mais il y a plusieurs manières de mesurer le temps, et du coup, nous, on a deux manières, on va dire, de mesurer le temps, et il y en a une où on mesure pas vraiment du temps, mais ça devient du temps avec le CPU. Ouais. Donc, ouais, historiquement, on s'est focalisé là-dessus, mais on a de plus en plus de demandes pour faire exactement ce dont tu viens de parler. En fait, le fait de pouvoir mesurer des métriques... du coup, des métriques, que ce soit la mémoire utilisée par certains bouts de code, la taille de ton binaire, ce genre de choses. C'est quelque chose que, alors aujourd'hui, on peut complètement faire. On a tout ce qu'il faut dans notre produit pour le faire. Mais en fait, l'idée, c'est, avant de se lancer là-dedans, on veut être sûr d'avoir vraiment bien arrivé à nail down c'est quoi derrière au niveau produit, qu'est-ce qu'on veut faire, parce que on peut faire tout et n'importe quoi avec ça, mais on veut s'assurer qu'on garde une bonne expérience utilisateur, un bon truc. Donc aujourd'hui ce serait possible de le faire, mais on préfère attendre avant de se lancer là-dedans, d'avoir un truc vraiment qui apporte vraiment plus de la valeur pour le produit, qui ne soit pas juste tu peux balancer n'importe quelle métrique et après le produit il permet de faire trop de choses et du coup l'expérience elle est plus bonne, quoi. Il y a peut-être un sujet aussi qui commence peut-être à apparaître de plus en plus, c'est alors tu l'as évoqué tout à l'heure un petit peu avec le CPU, j'imagine que c'est effectivement le nombre d'opérations que ton CPU va générer. C'est-à-dire que du coup tu peux aussi extrapoler la consommation de ton CPU, parce que la consommation électrique aujourd'hui, on a de plus en plus d'appareils qui fonctionnent sur batterie. La moindre énergie qui est consommée à la valeur. Au plus ton code est rapide, au moins il va consommer d'énergie. De fait. Oui, ça c'est un énorme enjeu aujourd'hui, hein, avec les LLM, les agents. Tu peux aussi considérer qu'en fait si tu parallélises trop, en fait ton code il est certes plus rapide, mais en fait tu fais plus d'opérations par seconde. Donc tu pourrais mesurer la charge du CPU. C'est clairement une métrique qu'on pourrait avoir. C'est intéressant. Attends, il y avait une autre question qui m'était venue tout à l'heure. Oui, c'est sur cette mesure de la performance. Je disais que parfois les devs ont tendance à parfois aller un peu loin dans la mesure de la performance, qu'on a effectivement parfois d'une certaine lubie qui parfois je trouve va d'ailleurs à l'encontre de la lisibilité du code. C'est-à-dire que tu as des devs qui vont te faire un truc hyper optimisé, mais maintenant quand tu l'ouvres, en fait, à part celui qui l'a écrit ou celui ou celle qui l'a écrit, le code était illisible pour le commun des mortels. Moi il y a un exemple flagrant. Il y a un bel exemple que j'ai là-dessus. Il y a quelques années, quand Facebook avait commencé à avoir leur propre data center, ils en étaient arrivés jusqu'à réécrire leur firmware, leur disque dur qu'ils utilisaient, parce qu'en fait les quelques millisecondes de temps d'écriture et de lecture qu'ils pouvaient gagner, à leur échelle ça représentait un truc colossal. Mais tu vois, on est sur un niveau de détail
qui au final n'intéresse que des gens comme Facebook, Google, enfin tu vois, comme Bien sûr. que les grands. Est-ce que le sujet de performance, c'est pas au final le luxe ou l'apanage que des grands acteurs? Bah, en fait, c'est hyper intéressant parce que on pourrait se dire, bah ouais, aller chercher la micro-optimisation, il faut vraiment être à un niveau super élevé. Et là, pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi. Ceux qui vont aller chercher les microsecondes, les nanosecondes, c'est des gens qui ont des besoins en performance, qui ont des workloads tellement énormes où, bah, tu l'as dit, une microseconde gagnée, ça va représenter des milliers, voire des millions de dollars de gains, enfin D'économie sur d'économie le- sur le data center, tout ça. Et en plus, en énergie, ça va sauver de l'énergie aussi, donc c'est pas mal. Mais pour le commun des mortels, bah, la microseconde, on s'en fiche un peu. Mais l'idée, c'est que bah, en fait, la performance, elle est quand même importante parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, peut-être que optimiser la performance à la microseconde, ça va pas être hyper important, mais par contre, s'assurer que la performance, elle reste à un certain seuil et qu'elle se dégrade pas en plus, comment dire, au-dessus d'un certain seuil, c'est ça qui va être hyper primordial. Tu l'as dit toi-même en intro avec le Chromebook. Ouais. Ton exemple du Chromebook, c'était en fait, ils avaient un banc de test et ils voulaient s'assurer que la performance, elle restait au moins aussi bonne. Et du coup, bah, l'idée, c'est que ce problème-là, l'importalité des gens qui font des applications, bah, en fait, ils l'ont aussi. Si ton utilisateur il est habitué à ce que, en utilisant ton application, les choses, elles mettent un certain temps, si ça va aller plus vite, il va être très content. Si ça va aller moins vite, a priori, il va pas être content, quoi. Ouais. Si ça va aller de plus en plus lentement pour faire les mêmes choses, il va pas vraiment comprendre. Donc du coup, la qualité de ton produit va en pâtir. Et il y a des gens où c'est même pas la qualité va en pâtir, c'est qu'en fait, bah, leurs utilisateurs vont juste partir et aller chez des concurrents, quoi. Donc en gros, l'optimisation à la microseconde, je suis d'accord, c'est quelque chose qui peut être quelque chose d'assez niche. Mais par contre, empêcher les régressions et s'assurer qu'on garde quelque chose de sain et d'avoir la visibilité sur la performance de son code, ça par contre c'est quelque chose que tout le monde commence à faire et ça va être de plus en plus démocratisé. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de... Attends, j'essaie de formuler ma question parce que la perte de la performance dans un contexte lambda ou normal, on va dire, c'est quelque chose de très incrémental en fait, c'est-à-dire que tu vas faire une mise en prod qui va te faire perdre un petit peu de temps, puis un petit peu plus, et puis donc en fait, si tu regardes d'incrément en incrément, enfin de mise en prod en mise en prod, le delta est pas forcément hyper important. Et en fait, le moment où tu commences à considérer que c'est trop, enfin que la perte est trop importante par rapport à ce que tu avais comme target, bah, peut-être en fait que tu as déjà laissé passer trop de choses. Enfin, tu vois que le travail est trop important. Comment tu fais pour déterminer une trend qui va dans le mauvais sens, enfin, tu vois, c'est un problème qu'on voit beaucoup. C'est qu'en fait, dans un projet où tout va bien, on va dire, l'idée c'est que le truc le plus facile à éviter, c'est les grosses marches. Où, en gros, tu fais une nouvelle, tu rajoutes un petit peu de code, un nouveau bout de code dans ta code base et tout d'un coup, tu te prends... ton code est 2 fois plus lent, 3 fois plus lent. Ça, c'est facile. Du coup, là, l'idée, c'est que bah, tu veux éviter ça à tout prix. Et du coup, l'idée, c'est qu'avec CodeSpeed, le fait que bah, dans ta CI, on te dise, bah tiens, là, si tu merges ça, tu vas perdre ça va durer 2 fois plus longtemps, tu le vois direct. Mais par contre, tu l'as dit, bah, y a les silent killers, qui sont les choses qui arrivent très souvent, c'est que au fur et à mesure que tu développes ton application, la plupart du temps, tu vas rajouter du code. Quand tu rajoutes du code, tu rajoutes des features. Il y a de plus en plus de code exécuté, donc forcément, au plus il y a de features, au plus bah, ton code il va mettre du temps à exécuter. Et du coup, si tu regardes la courbe dans le temps d'un benchmark notamment, bah, tu vas voir la plupart du temps que petit à petit il va monter. Et donc l'idée c'est déjà rien que le fait d'avoir la visibilité là-dessus, bah, c'est déjà énorme. Rien que le fait de se rendre compte, de se dire bah ok, il y a 6 mois j'étais là, aujourd'hui je suis là, je suis passé par ces marches là, il y a eu des marches vers le haut, vers le bas, tout ça, rien que d'avoir ça, ça permet de se rendre compte comment dire, ça permet de se rendre compte de la vérité, quoi. Et déjà, rien que le fait de se rendre compte, c'est déjà une énorme étape. Et donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a ça, on pourrait imaginer complètement un système où bah, en fait, on dit, bah, ok, t'es parti à tel niveau, t'étais à, je sais pas moi, 10 millisecondes pour ce code-là. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, t'es à 100 millisecondes, t'as fait x10, est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il n'y a pas un problème? C'est à toi de le décider. Mais l'idée, c'est que bah, au moins, avec la visibilité, tu vas voir les trends, et rien que le fait de voir les trends, ça va te permettre de confronter ton modèle mental de qu'est-ce que tu t'attendais à voir avec la réalité, quoi. Ouais. Et de voir s'il y a un delta, quoi. On évoquait tout à l'heure, donc tu as fait le compilé de l'épisode de 328, je crois, avec Antoine, on parlait de refactoring. En fait, mon propos, il est sur le fait que
tu peux en fait déceler trop tard que tu as une Mhm. trend qui était sur la baisse ou sur l'augmentation en fonction du Mhm. métrique que tu mesures, bien évidemment, mais et que en fait la correction te nécessite en fait un travail trop important Mhm. que d'une certaine manière tu aurais détecté quoi qu'il arrive au bout d'un Ouais. moment. Enfin, Ouais, alors, complètement. Et du coup, l'idée, c'est que une fois que tu arrives là-dessus, une fois que tu arrives là, qu'est-ce que tu fais? Et donc, l'idée, c'est une des manières qu'on a de pallier à ça à CodeSpeed, c'est que de manière automatique, à chaque fois que tu fais tes tests de performance de manière automatique, on va te mettre, donner à disposition du profiling, où en gros, tu vas avoir ce qu'on appelle des flame graphs, où en gros, c'est un graphe d'exécution de ton code, où tu vas savoir exactement dans ton code, chacune des fonctions qui ont été appelées, et chacune de ces fonctions, combien de temps elles ont mises et quelles fonctions elles-mêmes elles ont appelées. Et donc l'idée c'est, là, dans le cas que tu as parlé, on est en mode, ok, la performance elle est devenue, elle a régressé, je veux l'optimiser. Et du coup, première chose quand je veux optimiser, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce bout de code. Et du coup, avec le profile, je vais pouvoir voir le flame graph d'exécution de mon code. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait, je vais confronter mon modèle mental. Moi, quand je connais ma fonction, je connais ma code base, je me dis, voilà, j'ai un modèle mental de à quoi mon flame graph devrait ressembler, parce que je sais que je devrais passer tant de temps dans cette fonction, tant de temps dans cette fonction. Mais en fait, en regardant le vrai flame graph, en me rendant compte de la taille de la taille des frames dans le flame graph, je vais pouvoir me dire, en fait, c'est pas bon. Typiquement, je parlais de Samuel Colvin tout à l'heure. Je crois que j'en parlais, oui. Ouais. Le créateur de Pydantic, sur une de ses librairies, c'est justement en utilisant les flame graphs où, pareil, il a regardé le flame graph, en fait, il dit, mais attends, ce span-là, c'était un span, je crois que ça faisait du parsing de JSON. En gros, il parsait un JSON. Il s'est dit, c'est pas censé durer 80% du temps. Et en fait, en regardant l'implémentation, il a vu qu'il y avait un problème dans la librairie de parsing de JSON. Et en fait, en la fixant, il a réduit le truc avant, ça prenait 80% du temps. Et maintenant, c'est un truc il a réduit ce temps-là et il a gagné 80% sur 80% d'exécution sur un benchmark qui, du coup, derrière a des impacts sur l'intégrité de la librairie. Mais du coup, c'est vraiment de se dire, avec la visibilité sur mon code, je peux confronter mon modèle mental de à quoi je m'attends à ce que ça ressemble, où est-ce que je suis censé passer du temps, et je me rends compte que en fait, tu vas voir qu'est-ce qui te coûte du temps et qu'est-ce que tu vas devoir optimiser. C'est du coup une super source d'apprentissage pour tous les devs en fait. C'est-à-dire que mine de rien, il y a des. Tu parles effectivement de confronter ton modèle mental. C'est-à-dire que je pense que tu as aussi moyen de découvrir qu'il y a des trucs qui prennent beaucoup plus de temps que ce que tu imaginais. Et en général, c'est aussi comme ça qu'on apprend le fait que tu as certains tris, tu as certaines fonctions qui fonctionnent d'une manière un peu particulière. Complètement. Enfin, tu vois, c'est de la finesse de grain. On est sur de la bordure du trait, comme on dit, mais enfin l'épaisseur du trait, mais je trouve que c'est un énorme apprentissage pour tous les devs, quoi. Ouais, et puis nous, avec CodeSpeed, le nombre de patterns qu'on voit, les enseignements qu'on a appris, moi, personnellement, j'étais pas un expert de performance avant de commencer CodeSpeed, pas du tout. Mais j'avais des petites idées à droite à gauche, tout ça. Mais en fait, le nombre de choses qu'on apprend, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Et c'est, comme tu le dis, c'est hyper important, même d'un point de vue d'une équipe et tout, quand tu que ce soit d'ailleurs une amélioration ou une régression, dans les deux sens. Je veux dire des apprentissages dans les deux sens, parce que tu vas faire une pull request, tu vas rajouter un bout de code qui a l'air complètement anodin, et en fait, ce bout de code-là, il va éclater complètement la performance. Du coup, c'est un super apprentissage pour tout le monde. Utilisez pas ça, utilisez ça à la place, attention, ce genre de choses. Qui dit une mesure de la performance veut dire forcément un outil de mesure. Est-ce que du coup vous ajoutez des sondes partout à tous les côtés? Est-ce que du coup ça a un impact sur le coût de ta CI de manière globale? Alors, du coup, vu qu'on utilise ce qu'on appelle des benchmarks, ça n'a déjà, première chose à dire, ça n'a aucun impact sur le code en production. Donc, tout ce qui est lié à CodeSpeed sur les tests de benchmark, tout ça, ça part pas en prod. Il n'y a aucune footprint, il n'y a aucun bout de code qui se retrouve en prod, déjà. Et après, l'idée, c'est ces tests de performance, il faut les runner dans la CI pour avoir des métriques. Donc, il y a une footprint dans le sens où la plupart du temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter un job en plus. Si tu n'avais pas déjà un job qui faisait tourner des benchmarks, l'idée, c'est que tu rajoutes un job pour faire tourner ces benchmarks. Et du coup, c'est un truc que tu peux faire en parallèle de faire runner tes tests unitaires, par exemple.
Et donc, oui, bah, il y a, suivant le nombre de tests de performance que tu as, suivant le temps qu'ils prennent, je sais comment dire, la quantité de code qu'ils exécutent, le temps qu'ils prennent, bah, ça va rajouter plus ou moins de temps. Et donc là, c'est aux utilisateurs d'un peu de fine-tuner, de savoir qu'est-ce qui est important de tester et à quel point est-ce qu'ils ont envie de tester la quantité de choses qu'ils veulent tester. Et donc, juste pour terminer, Vas-y. comment ça s'intègre. Donc, c'est de la même manière que tu as dans la plupart des langages. Dans la plupart des langages, tu as des frameworks pour faire des tests unitaires. Dans la plupart des langages, tu as aussi des frameworks pour faire des tests de performance, donc des benchmarks. Et donc l'idée, c'est que nous, on se plug directement avec les frameworks les plus populaires pour faire des tests de performance. Donc en gros, si aujourd'hui, dans un langage que tu supportes, tu fais des tests de performance, nous, on va supporter ce framework-là. Donc pour utiliser CodeSpeed, il y a juste une sorte de compatibility layer qui est un package où en fait on a la même API que le package qui fait des tests de performance. La plupart du temps, il n'y a quasiment pas de code à changer par rapport à utiliser le framework de base et rajouter un job dans sa CI et c'est parti, quoi. Ok. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on peut l'utiliser avec n'importe quel type de langage, quasiment. Qu'on supporte. Que vous supportez. Il faut qu'on supporte. Ouais. Donc aujourd'hui, on supporte Go, Rust, JavaScript, TypeScript, Python et C++. Ok. Voilà. Et du coup, dans tous ces langages, on supporte les frameworks les plus populaires. Des fois c'est natif, des fois non, Ouais. pour faire les benchmarks. Quoi. Pourquoi pas PHP qui est pourtant le. Alors je sais que la stat est biaisée, mais c'est le langage le plus présent sur Internet grâce à WordPress. Donc c'est certes biaisé parce que c'est WordPress, mais du coup il y a peut-être beaucoup de choses à tester sur la performance de WordPress. Oui, bien sûr. PHP, le .NET. .NET, on parle beaucoup. Java, c'est des langages qu'aujourd'hui on ne supporte pas. Je t'ai donné les derniers gros langages qu'on ne supporte pas complètement. La raison pour laquelle on n'est pas parti sur ce langage, c'est qu'en fait on a eu moins de demandes. De par comment est-ce qu'on a construit CodeSpeed, comment ça s'est fait. CodeSpeed, on fonctionne pas mal grâce à la distribution open source, parce qu'en fait CodeSpeed c'est gratuit pour l'open source, complètement gratuit. Et donc l'idée c'est que en fait on a commencé à être utilisé par des projets plus en plus populaires dans les communautés open source. Et aujourd'hui les besoins, ce qu'on a vu c'est plutôt fait du côté des langages que je t'ai cités plutôt que ces autres langages où on a un peu moins de demandes, mais comme je te dis ça arrive et on va les supporter. Le prochain sur la liste par exemple c'est Java. Voilà. Une autre complexité que je vois aussi, c'est que encore plus dans votre cas, qui dit mesure, surtout dans cette notion de mesure de performance, quand tu veux voir un peu des tendances, c'est que tu as quand même besoin d'une stabilité de ta capacité de mesure. On sait que les environnements de CI, les environnements de test, ne sont pas toujours les plus disponibles, les plus constants en termes de performance. Est-ce que vous avez un moyen, vous, de pallier à cette irrégularité des tests? C'est littéralement la première quand CodeSpeed a commencé, c'était la première proposition de valeur qui était qu'aujourd'hui faire tourner des tests de performance dans ta CI, tu pouvais le faire, mais si tu le faisais sur ce qu'on appelle typiquement si tu es sur GitHub, si tu fais ça sur les runners GitHub qui sont dispo gratuits, ou alors tu as un free tier qui est assez généreux, en fait c'est des VM qui sont partagés. Donc en gros, si tu runs le même test de performance tu fais 2 jobs différents, ça va être 2 machines différentes. Tu vas avoir des résultats qui n'ont rien à voir parce que la machine, il y a un moment, il y a quelqu'un qui va miner des bitcoins dessus et un autre moment, tu seras tout seul dessus. Ton exemple est un peu extrême, mais on peut le... Mais déjà, même toi, tu peux le tester sur ta machine. Tu fais des tests de performance quand il te reste 5% de batterie et que tu es sur batterie versus quand tu es sur secteur et que tu es à fond, tu vas voir qu'il y a une sacrée différence de perf. Donc, même sur ta machine, ça peut être très différent. Donc clairement, c'était un énorme problème. Et si la mesure n'est pas consistante, on ne peut pas se permettre de te dire dans ta PR, la performance a régressé de 20%, parce que ça se trouve, c'est complètement du bruit, quoi. Donc tu l'as dit, c'était un énorme problème à résoudre. Et du coup, la manière qu'on a fait pour résoudre ce problème, parce qu'on voulait que tu puisses runner sur des runners GitHub normaux, ça a été de ne pas mesurer du temps, mais plutôt de simuler ce qui se passe de simuler un CPU. Donc on run ton code sur un CPU qui est simulé. Okay. On run le code une seule fois et en fait on va aller compter les instructions CPU, les accès au cache du CPU et les accès mémoire. Et l'idée c'est qu'avec toutes ces données là, en fait on a
on va avoir une sorte de, on va extrapoler un nombre d'instructions CPU. Et ce nombre d'instructions, ça va être on retransforme ça en temps en faisant une petite, en mettant une fréquence de CPU un peu nominale. Et en fait, ça c'est une mesure qui va être déterministe parce que, sauf si ton code n'est pas déterministe, bon, on pourrait y revenir. Il y a des langages qui sont plus ou moins déterministes. Ça fait partie de mes questions suivantes. Voilà, il y a des langages qui sont plus ou moins déterministes. Les langages non compilés, les langages interprétés comme Python et JavaScript, ils sont moins déterministes. Mais mine de rien, avec cette approche, on a des résultats qui sont vachement stables. Tant que ton code, ça reste du code qui est lié au CPU. Donc, qui n'a pas de I/O, donc de call au file system, de call DB, tout ça. Ton code, donc tant que ton code il est sur le CPU. Avec cette approche-là, on a des mesures qui sont vraiment hyper stables. Quand on regarde là, sur des projets, donc sur les projets open source qui utilisent CodeSpeed, toute la donnée historique est disponible. Et du coup, on a des projets, ça fait des années, 2 ans qu'ils nous utilisent. Tu vois que en fait, tu as des lignes flat, quoi. Parce que d'une paire à l'autre, ils n'ont pas changé le code qui est touché de ces benchmarks-là. Du coup, la performance, elle est complètement stable, quoi. Okay. Ce qui fait que c'est qu'en ayant cette performance stable, si tu ne changes pas ton code en ayant cette performance stable, cette flatline, c'est que grâce à ça qu'on peut se permettre, si jamais il y a une step, c'est que grâce à ça qu'on peut se permettre de dire, tiens, il y a une régression, il y a une amélioration, parce que sinon, c'est du bruit, quoi. Okay, et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Pour des use cases, typiquement, du code CPU bound, pour ces use cases-là, ça marche très bien, et ça te permet de faire runner ça sur des machines GitHub qui sont gratuites. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Le problème, c'est que si jamais tu as des use cases avec des accès au file system, des accès au réseau, donc typiquement, on en parlait beaucoup, les databases, tout ça, qui sont des sacrés use cases, là, on peut plus simuler le CPU. Et donc là, on a besoin de revenir sur une méthode plus traditionnelle de benchmarking qui est, on a un bout de code, une fonction, on va l'exécuter un certain nombre de fois, et on va faire des petites stats dessus, et on va mesurer le vrai temps. Et donc là, pour faire ça, nous, le parti qu'on a pris, c'est si on propose de faire ça sur GitHub, les runners GitHub, tu peux le faire, mais du coup, tu vas avoir une mesure qui va être complètement bruitée, tout ça. Et donc, on te le dit, tu peux utiliser CodeSpeed comme ça, mais on te dit, là, pour le coup, on ne maîtrise pas l'environnement d'exécution, ça te dépend, quoi. Tu peux le faire, mais voilà. Et du coup, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on a commencé à proposer, en regardant ce qui se faisait, parce que des gens le faisaient aussi, mais déjà plutôt in-house, c'est en fait d'utiliser des runners bare metal. Donc, c'est des machines où il n'y a que ton code à toi qui tourne. C'est plus une VM dans une machine partagée, tout ça. Donc, c'est une machine bare metal, il n'y a que toi dessus. Cette machine, en plus, on l'a fine-tunée nous-mêmes. Donc, on a fine-tuné 2-3 petits trucs sur la machine pour s'assurer que on ait une performance encore plus stable que si c'était une machine comme ça. Et grâce à ça, on a un article sur notre blog où on fait des comparaisons justement on run des tests de performance de projets open source bien connus, on les run sur les runners GitHub et on les run sur nos runners à nous. Et on regarde la variance de ces résultats. Il y a toujours de la variance, on n'a pas arrivé à zéro parce qu'en même temps, c'est juste pas possible. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait, typiquement sur GitHub, il va y avoir 4 ou 5% de variance. Et en fait, on a fait un petit calcul, je ne me rappelle plus exactement, mais en fait, si tu as 4 ou 5% de variance, ça fait que ton seuil de confiance pour te dire qu'il y a une vraie régression et que ce n'est pas du bruit, il est assez élevé. Ça va être de l'ordre de plus ou moins 10%, ce qui est assez élevé. Du coup, ça veut dire que si tu as un résultat si tu as une perte de 10% tu peux pas savoir si c'est du bruit ou pas. Et avec nos runners, la variance, elle baisse. Je sais plus exactement, mais je crois qu'elle baisse aux alentours du pourcent, voire un peu en dessous. Là, le seuil de sûreté, il passe à 3-4%. Okay. Donc, ce qui fait le seuil, donc ça veut dire que tu peux mettre un seuil à vachement plus bas et t'assurer que en fait tout ce qui est en dessous, ça peut être du bruit, mais tout ce qui est au-dessus, là, c'est un vrai impact dans ton code. Tu parles effectivement des appels réseau, c'est-à-dire que je vois effectivement une vraie... tu vois, tu parles notamment de tout ce cycle d'exécution. Je me dis que dans un contexte monolithique, c'est hyper utile. Dans un contexte microservice ou distribué, ça va être un peu moins pertinent parce que du coup tes tests sont hyper morcelés. On sait en plus que quand tu as des systèmes où tu as trop de services, en fait tu te rajoutes aussi une latence de réseau, et donc potentiellement autant de goulot d'étranglement
un peu partout. Est-ce que vous avez du coup cette gestion particulière ou est-ce que vous favorisez plutôt les monolithes versus... Pour l'instant, tout ce qui est latence, interservice, tout ça, c'est pas quelque chose qu'on a regardé. Ouais. Les seuls services, en quelque sorte, qu'on a regardé, je t'ai dit, c'est les DB. Donc, on considère qu'on peut mettre, avec les proxys sur les DB, on peut avoir des infos. Mais à partir du moment où c'est un call vraiment, un call HTTP qui part, là, mis à part mesurer le temps d'attente, on n'a pas forcément plus d'insight que ça. Donc pour l'instant, oui, c'est quelque chose, ça va plutôt marcher au sein d'un même service. Si jamais tu fais des calls à ton file system, des DB, tout ça, tu vas avoir des choses intéressantes. À moins que tu aies une possibilité de t'assurer que les calls réseau que tu fais ils soient extrêmement précis, ce qui, je pense, ce qui n'arrive jamais. Tu vas forcément avoir de la variance, mais le fait est que suivant ton use case, c'est quelque chose que tu peux accepter, et parce que tu veux quand même pouvoir catcher les plus 50%, les plus 100%, et donc tu vas quand même pouvoir vouloir mettre en place une telle solution. Mais aujourd'hui, c'est un énorme problème. Enfin, c'est clairement un problème où il y a des choses à faire, mais aujourd'hui, on n'a pas encore commencé à regarder à ce niveau-là. Et est-ce qu'après en même temps, je réalise aussi en le posant, est-ce que c'est pas au final entre guillemets plus un problème hardware, c'est-à-dire que ta latence réseau, tu peux l'améliorer en faisant en sorte que tes machines aient plus de capacité de traitement de leurs I/O. Enfin, je sais pas si... Ouais, si t'en arrives à ce niveau-là, mais la plupart du temps, j'imagine que surtout quand tu fais des microservices, tout ça, ça va être surtout la latence de tes services downstream, tout ça, plus que la capacité réseau. Donc, ouais. Tu évoquais tout à l'heure les sujets non déterministiques, les langages non déterministiques, donc les langages effectivement non compilés. Mais si on va même au-delà encore plus loin dans le non déterministique, ce qui se développe de plus en plus, c'est l'usage de LLM et d'outils comme ça, où effectivement tu vas ajouter un LLM quelque part dans ta stack qui a des temps de réponse qui peuvent être complètement fluctuantes. Comment est-ce que... l'évolution globale du code et du métier même de production de logiciels est un truc qui est en train de complètement shifter. Est-ce que cette mesure de la performance, est-ce qu'elle a encore du sens dans une époque aussi tumultueuse? Nous, notre vision, c'est que oui. Oui, ça va être de plus en plus important. L'idée, c'est que aujourd'hui, quand tu fais une application, un site e-commerce, une application, la performance, l'impact de performance, c'est des utilisateurs, c'est des humains qui vont la ressentir. Donc c'est la vitesse de chargement d'une page sur ton téléphone, sur ton desktop. Tu tapes dans un input, le temps que ça va mettre à te donner des inputs. Et du coup, nous, en tant qu'humains, si c'est des temps d'attente de l'ordre de centaines de millisecondes, 400 millisecondes, 500 millisecondes, ça va. Ça passe bien. Si par contre tu commences à faire des applications qui vont être utilisées par des LLM, des agents, là pour le coup, la capacité le bottleneck, c'est plutôt à quel point tu peux leur donner de l'information rapidement. Et ils peuvent ingérer des quantités d'informations beaucoup plus rapidement que des humains, et donc des plus grandes quantités et plus rapidement. Et donc l'idée, c'est que toutes nos applications qu'on est en train de faire, au plus ça va, au plus elles vont être amenées à être utilisées par des agents. Typiquement, on le voit pas mal avec les MCP. J'ai vu que tu as fait plusieurs épisodes dernièrement là-dessus. C'est un truc qui prend pas mal. Et du coup, le MCP, c'est une dinguerie. Que je fais une aparté, mais vraiment, j'ai fait pas mal d'épisodes dessus. Je le dis à tous les devs. C'est hyper simple. C'est-à-dire que techniquement, on parle pas d'un truc hyper compliqué, mais ça va changer le truc, ça va changer le monde. C'est un avis perso. Mettez-vous tous à MCP, c'est pas compliqué, et je vous jure que sur un CV, pour moi c'est game changer. Ouais, parce que en gros, donc je pense que pour expliquer carrément pourquoi ce point de vue-là, c'est qu'en fait aujourd'hui, quand tu fais une aide dans ton application, tu fais ton API. Et tu vas avoir plusieurs clients qui vont consommer ton API. La plupart du temps, ça va être ton site qui va consommer ton API, tout ça. Mais tout ça, c'est des humains qui l'utilisent. L'idée, c'est qu'avec le MCP, tu rends ton application disponible à des agents, des LLM. Et eux, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils peuvent récupérer de l'information très vite. Au plus ils récupèrent l'information vite, au mieux c'est. Et ils peuvent récupérer des quantités astronomiques d'informations. Du coup, si ton application elle a vocation à être utilisée par des agents, ce qui a priori il y a un virage à ne pas rater,
la performance, ça va être hyper important. Parce que, en fait, au plus ton application elle est performante, au plus l'agent il va pouvoir l'utiliser de manière efficace. Et ça va être un facteur différenciant énorme par rapport à tes concurrents si toi tu es capable de donner la même information ou plus rapidement qu'eux, quoi. Parce que le LLM, en fait, il va pas juste passer du temps à juste attendre ton endpoint, enfin le endpoint MCP, il va pouvoir répondre direct à l'information que tu vas donner, quoi. Ouais. Alors, ma question, elle était plus sur le fait que de plus en plus aussi dans les systèmes que nous, on ship, en tant que développeurs et développeuses, on intègre dans nos systèmes des LLM qui vont Pour effectuer générer un du code. ensemble... alors, pas forcément pour Ah. générer du code, mais tu peux avoir Des dans agents. ton code, à un moment, effectivement, tu as un agent qui est appelé pour prendre une décision, soit pour aller effectivement router sur un bout de code en spécifique, soit pour te générer un output qui sera utilisé par ton code encore ensuite derrière. Mais du coup, ce LLM ou cette IA qui est au milieu de ton code, elle a des temps de latence, enfin des temps de réponse qui peuvent énormément fluctuer en fait. Donc quand on est justement sur des notions de mesure de performance, c'est un comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est un truc erratique au final comme. Ouais, et c'est d'ailleurs on voit pas mal de boîtes qui sortent, qui investissent. Il y a pas mal de boîtes qui se mettent sur le créneau de l'observabilité des agents pour justement répondre à ce besoin-là, ce problème-là, parce que c'est un énorme problème. Tu l'as dit, hein, tu lances ton agent et en fait il fait 5 allers-retours au lieu d'en faire qu'un seul, et du coup ça prend 20 secondes au lieu que ça aurait pu en prendre 3. Donc clairement, il y a pas mal de boîtes qui font des produits là-dessus sur de l'observabilité sur tes agents. Donc ouais, c'est clairement un énorme sujet. Aujourd'hui, nous chez CodeSpeed, c'est pas un truc avec la manière qu'on a, c'est pas un truc qui serait facile à mettre en place dès aujourd'hui, mais c'est un truc sur lequel on est en train de pas mal regarder. Mais aujourd'hui, l'accent est vachement mis sur l'observabilité en prod sur ces trucs-là et d'essayer de ramener. Donc il y a un truc qui s'appelle les évals, je sais pas si tu connais. En gros, c'est ce que sont les tests unitaires au code normal. Les évals, ça va être des sortes de scénarios et tu vas t'assurer que ton agent il va répondre à ton besoin. Et donc tu vas pouvoir l'évaluer comme ça. Et l'idée, c'est peut-être de commencer à mettre des sortes de barrières de performance là-dessus pour s'assurer que justement, il fasse que 2 allers-retours ou 3 allers-retours plutôt que d'en faire 5 et que ça prenne 20 secondes au lieu de 5. Donc, je pense qu'on va aller vers ça, ouais. Tu parlais de MCP aussi tout à l'heure. Je crois que l'épisode juste avant toi, c'est un épisode que j'ai fait avec... ou l'épisode encore avant, c'est un épisode avec Marcel Wickes, qui est le VP Engineering de Figma. On n'en a pas parlé sur l'épisode, mais du coup j'ai pu le voir après. Figma, ils ont sorti un serveur MCP et je trouve que l'idée est assez folle et peut-être que ça pourrait être utile pour vous. C'est en fait ils ont fait un serveur MCP en fait l'idée c'est que quand tu as une boîte qui met tout son design system dans Figma, quand tu vas après faire de la génération automatique, que ce soit de code ou d'autres templates de pages dans ton Figma, et que tu peux le faire avec leur IA Figma Make ou même ton cursor, ton codex, ce que tu veux. En fait, ton cursor va pouvoir appeler le MCP de ton design system pour être sûr du coup de te générer du code qui correspond à ton design system et qui reprend tous tes composants et compagnie. Ce que je trouve assez ouf comme idée. Est-ce que ça veut dire que dans cette même mécanique-là, vous pourriez avoir un MCP que du coup tu pourrais connecter à ton cursor, qui est capable du coup quand il génère du code d'automatiquement le tester pour voir en fait du coup effectivement l'évolution de la performance et essayer de s'auto-corriger avant de te sortir un truc. Écoute, on est en train de le tester. C'est vrai ? Ouais. Ouais, non, c'est marrant que tu en parles parce que du coup, on est en train de le tester. On a fait du coup la brique qui nous permet de runner du code un peu de manière ad hoc comme ça. Et du coup, là, on est en train de faire des tests sur ce produit-là justement qui permettrait d'exposer du coup les services de CodeSpeed, d'avoir cette mesure qui soit très consistante avec le profiling, tout ça, via MCP. Okay. Donc on est en train de complètement bosser là-dessus. Donc ouais, c'est trop marrant que tu sortes le truc tout ça. Parce que... donc comme quoi, parfois j'ai des bonnes idées. Non, mais et du coup, c'est un truc qu'on est en train de sortir. Et du coup, l'idée, ce serait que en fait, ton agent, il peut, en fait, grâce à ce MCP, en fait, il peut, quand il te propose du code, il va pouvoir avoir des insights sur la performance. Et l'idée, c'est que en fait, les feedback loops de tiens, j'ai ce bout de code là, c'est quoi le profiling ? Ah tiens,
ce span-là dans mon profiling, il prend 80% du temps alors qu'il devrait prendre moins, en fait ça peut être fait carrément par ton agent automatiquement, c'est pour itérer dessus, tout ça. Donc c'est assez, on est en train de pas mal tester tout ça. C'est assez grisant parce que ça peut aller très loin. Est-ce que du coup tu partages ce propos que j'ai juste avant, de dire à tous les devs d'aller bosser sur MCP parce que c'est une vraie dinguerie ce qui est en train de se... Ouais, c'est... moi j'ai l'impression que c'est un peu un virage technologique. Il y a eu je n'ai pas connu, mais apparemment le web c'était un sacré virage quand c'est arrivé. J'ai l'impression que là on est en train, j'ai pas vécu cet autre virage, mais j'ai l'impression qu'on est sur un truc qui est vraiment d'une envergure assez énorme. Donc moi je dirais, faut pas non plus se dire oh là là, il faut pas tomber dans le truc oh là là, MCP c'est compliqué, ou alors c'est pas pour moi, il faut pas que je regarde. Il faut aller commencer à mettre le doigt dedans, parce qu'en fait tu l'as dit, c'est pas si compliqué à partir du moment où tu as déjà fait des applications, ce genre de choses, c'est pas si compliqué à voir un peu comment ça marche. Je pense qu'il faut aller tremper les doigts de pied dedans, faut aller tester, parce que c'est clairement un virage qu'il faut pas rater. Je suis d'accord avec toi sur le fait que moi j'ai un peu connu le virage du web, j'étais encore un peu jeune, mais j'étais en fin d'adolescence quand le web a vraiment commencé à exploser. J'ai bien connu du coup aussi l'arrivée du mobile. En fait, pour moi, c'est deux révolutions qui ont changé la manière dont les utilisateurs interagissent avec des marques, des produits, des services, ce que tu veux. Pourtant, MCP, c'est quoi? C'est sorti en janvier, je crois, ou février. Enfin, c'est tout début 2005. Je crois que le protocole vient d'avoir un an. Ouais, quelque chose. Donc, le protocole vient d'avoir un an, et du coup, ça a commencé à être vraiment, vraiment connu il y a un peu plus de 6 mois, même pas. Donc, et vu que c'est porté massivement par Anthropic et OpenAI, je pense vraiment qu'on est au début d'une nouvelle révolution en termes d'usage, la manière dont les gens interagissent avec des marques, des produits et des services, qui est à l'échelle de ce que le web et le mobile ont pu apporter, quoi. Ouais, non, complètement. Complètement, et c'est pour ça que c'est hyper important de bien comprendre c'est quoi les nouveaux use cases, et ça va être quoi les nouveaux besoins, les nouveaux pain points que on va avoir à cause grâce des suites d'utiliser les MCP. Et du coup, c'est pas mal ce qu'on fait à Cospi, je te disais, c'est vraiment ce fait de se dire ok, les usages vont changer, du coup c'est quoi les nouveaux pain points qui vont arriver, qu'est-ce qu'il va falloir résoudre. Écoute, canon. Merci beaucoup en tout cas pour cette discussion, Adrien. J'aurais deux dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditoristes? Ouais, alors c'est une chaîne YouTube. Je crois que ça s'appelle Code Aesthetic. Je crois qu'on mettra le lien, mais c'est une chaîne YouTube. Alors c'est en anglais, mais c'est une chaîne YouTube qui parle de principes de programmation, et je trouve ça hyper intéressant parce que la forme de la vidéo, elle est excellente. Il y a des diagrammes, tout ça qui bouge. C'est des très belles vidéos à regarder qui parlent de programmation orientée objet, premature optimization. Je l'aime beaucoup celle-là d'ailleurs de vidéo. Donc je recommande vraiment de regarder ces vidéos. Ça parle de concepts de programmation qu'on connaît un peu plus ou moins. Et c'est très bien présenté. Ouais. Okay. Dommage, il sort plus de vidéos, j'ai vu, mais c'est pas mal. Okay. Si on parle effectivement d'esthétique du code, je pense qu'il y a besoin que les vidéos soient léchées. Et je vois effectivement le lien entre l'esthétique et la performance. On est quand même un peu sur des sujets un peu connexes. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et dernière question, la plus importante de ce podcast, Adrien, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Espace, très bien. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de vous intéresser un petit peu à la performance du code. À mon avis, vous y intéressez déjà parce que je sais qu'on est un peu tous, parfois on a des lubies comme ça, on a envie que ça marche mieux, que ça marche plus vite, que ce soit plus efficace, plus pertinent. Mais c'est toujours intéressant d'avoir les outils, donc n'hésitez pas à aller checker la librairie CodeSpeed pour vous donner les outils de le faire, et puis aller checker le MCP et renseignez-vous sur MCP, faites du MCP, c'est un game changer, c'est une révolution à pas manquer. Je vous remercie aussi, comme toujours, de partager ce podcast autour de vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire 5 étoiles ou un pouce en l'air en fonction de un pouce bleu en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici.
Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous. Et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttt.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.